C'est actuellement le défilé de la peur à Moscou. Le Kremlin, en panique, change le scénario du 9 mai au tout dernier moment. Pourquoi Poutine craint-il tant sa création majeure? La folie de la victoire? La tragédie sur la place rouge a surpris. L'armée ukrainienne a eu son mot à dire. Le Kremlin a explosé de l'intérieur. Le FSB et l'administration présidentielle s'affrontent à mort. L'homme du bunker est lâché par les siens. Les clans du Kremlin déchirent le pays. Ça sent la purge sanglante. Urgent, nouveau président US? Vance et Rubio se partagent à la Maison-Blanche. Le nouveau favori Rubio passe d'outsider à principal prétendant au fauteuil présidentiel. L'Ukraine joue un coup inattendu. Zelensky ouvre un nouveau front. Désormais, l'armée n'est plus seule à se battre. État plus combattant privé égale nouvelle formule de défense et de mission. Urgent, le Kremlin perd le Caucase. La rencontre Zelensky-Pachinian change la donne. Un processus irréversible a commencé. Zelensky lance une réaction en chaîne de changement. Tout cela à suivre dans Point chaud. La victoire sous la dictée politique. Le 9 mai. Pour la Russie, c'est un show politique de symboles et de défilés, où l'histoire est un outil de force. Annuler le défilé sur la place rouge est donc impossible, peu importe les conditions. Il a été réécrit à la volée. Pourquoi la force cède-t-elle la place à la prudence maximale? Et surtout, de quoi Poutine a-t-il vraiment peur? Tous les détails dans le reportage. La Russie n'avait jamais connu une telle honte. En quoi le Kremlin a-t-il transformé le 9 mai? Ce qui est sacré pour nous. Cette année, par peur des drones, le défilé est très écourté. Et ils ont décidé de ne sortir aucun blindé. C'était un symbole. Vladimir Vladimirovitch voulait le fêter en grand. Mais quelque chose a mal tourné. Plus d'internet mobile à Moscou et Saint-Pétersbourg, tout est coupé. Même les sites autorisés ne s'ouvrent pas. Une minute de silence est décrétée. Poutine renforce la défense anti-aérienne autour de Moscou, créant un nouvel anneau. Hourra! Hourra! Bravo! C'est incroyable! C'est fantastique! On n'avait jamais vu ça. La répétition a été longtemps reportée, finalement faite de nuit, en secret. Et le métro reste ouvert en cas d'explosion. Tête à droite! Et un! Allez, et un! Encore! Et un! On continue! Et un! C'est parti! Et un! Inutile de parler de victoire désormais. Ils craignent de marcher dans leur propre capitale. Au moins 15 régions russes ont annulé leur défilé. À Samara, on démonte les tribunes par peur des drones. Les fonctionnaires, bien sûr, se sont enrichis sur le montage et le démontage. En Yakoutie, ils n'ont pas réussi à hisser ce fameux drapeau de la victoire. Pendant la cérémonie, le drapeau est tombé de son mât. On dit que c'est un mauvais présage. L'exploit accompli par les soldats de la coalition anti-hitlérienne au prix de millions de vies s'est transformé en Russie en une folie de la victoire. Des marches honteuses ont de nouveau défilé dans les régions. Pourquoi honteuses? Parce que tout cela n'est que de la pseudo-grandeur. Cela se passe sur fond de villes et villages abandonnés sans asphalte ni gaz. Mais une fois par an, voici ce qui se passe. Les vétérans, dont les fonctionnaires se souviennent une fois par an, doivent se rendre dans les écoles pour que les gouverneurs fassent leur rapport au Kremlin. Mais il n'est pas permis de sortir dans les rues partout. Le gouverneur de Koursk, Starovoït, a inventé une version actualisée du régiment immortel. Il dit que puisqu'on ne peut pas sortir car c'est interdit, fêtons-le autrement. Mettons les photos de nos proches ayant combattu en avatar et collons-les aux fenêtres. Aux fenêtres des institutions, de diverses organisations, donc les photos des proches sont affichées. Et comme la gestion des réseaux sociaux est obligatoire pour les officiels,
Je demande à ce que cette semaine, chers collègues, nous changions nos avatars pour des photos de nos proches, anciens combattants ou travailleurs de l'arrière. En avant, marche! Et pourtant, les enseignants de Sakhaline ont défilé avec leur régiment immortel. Sauf qu'ils portèrent le portrait de Talankin en formation. C'est l'auteur de ce fameux film oscarisé. Monsieur Personne contre Poutine, sur l'abrutissement des écoliers russes. Allez, sur place! Halte, 1, 2! C'est la nouvelle action de Bokan, l'activiste biélorusse qui s'est déjà moqué des profs russes. Et eux, soit ils se mettaient des chapeaux d'alu sur la tête, soit ils magnétisaient de l'eau. Et dans un autre chef-lieu, ils ont organisé un concert directement sur un train. Ils ont apporté quelques canons anti-aériens, et au sol, des femmes en calot se réjouissaient. Le régiment immortel a été annulé en Crimée occupée, mais s'est tenu sous l'eau dans l'Oural. Des plongeurs d'Yekaterinbourg et de Perm ont voulu faire preuve de patriotisme en descendant à 28 mètres de profondeur avec des portraits. Et ça a dépassé toutes les attentes. C'était si réaliste qu'on a cru un instant que les fascistes étaient de retour dans la Russie d'aujourd'hui, mais sous un nouveau visage. Non, mais respect. Y a-t-il des membres du parti au village? Allez, venez. Oui. Donnez votre main. La main. On prend les empreintes, on verra bien, on va tirer ça au clair. De la spéculation, de nos jours. Je n'ai rien fait. On s'occupe de tout. Si on prend les empreintes, c'est qu'elle est coupable. Il y a des soupçons, le tribunal s'en chargera. Le tribunal le plus humain au monde. Celui qui met tout le monde en prison. Il a dit vrai, c'est la pure vérité. Et il n'a pas eu peur. En Russie, il n'y a ni justice humaine, ni police valeureuse. Toutes les forces de sécurité travaillent pour Poutine. Mais si vous croyez que ces parades de la folie de la victoire s'arrêtent à la Russie, détrompez-vous. Elles se sont propagées comme de la vermine en Europe et même outre-Atlantique. Ils arborent fièrement le ruban de Saint-Georges, mais bizarrement, ils ne sont pas pressés de rentrer dans leur patrie sacrée. Et même en vacances, ils se comportent de façon odieuse. Et que tous les Allemands, les Suédois, ou je ne sais pas, les Polonais, tous ceux qui sont là, me regardent de travers. Ce matin, au petit déjeuner, ils me regardèrent de travers parce que j'y suis allée habillée comme ça. Et maintenant, j'y vais aussi comme ça. Je m'en fiche parce qu'il faut qu'ils sachent de quoi on est capable, pas vrai? Ils ne connaissent pas encore les femmes russes. Pendant ce temps, dans les zones occupées, on militarise les enfants ukrainiens. Avec l'arrivée du monde russe dans les villes ukrainiennes, les enfants font face à une propagande brutale. Ici, c'est Mélitopol. Gauche, gauche, gauche. 1, 2, 3. Gauche, gauche, gauche. On continue. Gauche, gauche, gauche. 1, 2, 3. Le monde normal voit la Seconde Guerre mondiale comme une leçon amère. Mais pas la Russie. Je ne sais pas trop comment dire ça. La Russie ne fait probablement pas ce qu'il faut. Le Kremlin vacille alors que Poutine raconte des fables sur la Russie éternelle. Au sein du régime, la lutte pour le pouvoir a déjà commencé. Les blogueurs Z et les anciens alliés de l'homme du bunker parlent ouvertement de la défaite de la Russie et du renversement de Poutine. Le FSB est en conflit avec l'administration du Kremlin. Les élites préparent le terrain pour une grande purge. L'économie du pays craque de toutes parts sous le poids des sanctions et des crises internes. La Russie fonce droit dans le mur. À Moscou, ça sent de plus en plus le coup d'état de palais. Au Kremlin, le conflit entre les élites s'intensifie. Le camp des opposants à la guerre et à la censure s'agrandit. L'affrontement entre les clans du Kremlin est inévitable. Ce qui se passe est terrible. C'est un court résumé d'un article récent du Washington Post. Des journalistes, citant des sources, écrivent que les tensions internes au sein du pouvoir russe ont atteint une ampleur sans précédent. Il existe un conflit tout à fait évident entre l'administration présidentielle et la deuxième direction du FSB. Ces gardes-là ont obtenu beaucoup de pouvoir et ont commencé à serrer les vis très fort. L'administration présidentielle tente d'une manière ou d'une autre de faire comprendre à Poutine que la situation pourrait déraper. Ils ne s'attaquent pas encore directement, mais ils sacrifient leurs pions sans aucune hésitation. C'est, comme l'affirme la publication, très visible avec l'exemple d'Ilya Remeslo. Ce même propagandiste Z qui collaborait autrefois avec le Kremlin et attaquait l'opposition et qui critique maintenant Poutine.
La cause principale de tous les problèmes que connaît notre pays actuellement, ce n'est pas Kirienko, ni Messenger Max, ni l'administration, mais l'homme qui est tout en haut, qui dirige tout ça, c'est Vladimir Poutine. C'est pourtant évident. Pour avoir critiqué le pouvoir, le FSB l'a même enfermé dans un hôpital psychiatrique. Mais un mois plus tard, il est sorti de cet endroit au mur capitonné. Seulement 30 jours de détention pour un critique du Kremlin. C'est une histoire tout à fait atypique. C'est précisément ce qui indique que Remeslo agit dans l'intérêt de l'un des clans du Kremlin. Et ce n'est pas difficile à croire. Et toutes ces déclarations de certains propagandistes exprimant leur désaccord avec le pouvoir russe, leur mécontentement envers lui, je pense que ce sont des signes de divers groupes d'influence suggérant que quelque chose pourrait arriver, et pas dans longtemps, mais très bientôt. Remeslo lui-même ne l'admettra bien sûr jamais, mais selon lui, l'affrontement au sein du Kremlin est une pure vérité. J'ai vraiment l'impression qu'une partie du système commence déjà à agir contre Poutine. En fait, cela ressemble à ce qui s'est passé à la fin de l'Union soviétique, quand les gens détestaient le Parti communiste et faisaient tout pour qu'il disparaisse. La Russie de Poutine suivra le même chemin que l'Union soviétique. Tout se répète. Et un autre point intéressant, l'affrontement actuel, selon les sources, rappelle beaucoup une scission similaire sous Eltsine en 1996. À l'époque aussi, deux camps s'affrontaient, les services de sécurité et les laïcs progressistes. Mais lequel Poutine soutiendra-t-il aujourd'hui? Difficile à dire. Pour l'instant, on peut dire qu'il joue contre tout le monde. Par exemple, les oligarques du Kremlin, représentants du camp dit progressiste, en ont souffert. L'élite russe qui, encore une fois, se souvient parfaitement de la rencontre avec Poutine juste après le début de la guerre totale où Poutine disait « Cela ne vous touchera pas ». Plus de 4 ans ont passé et cela les touche. Nous assistons actuellement à une rupture classique du contrat social que Poutine avait, non pas avec la population, bien qu'il soit aussi rompu, mais avant tout avec les oligarques. Parce que quand Poutine est arrivé au pouvoir fin 1999 et au début des années 2000, il a dit aux oligarques « Écoutez, je ne me mêle pas de vos affaires. Je ne prendrai pas votre argent, mais en échange, vous ne vous mêlerez pas de politique. » Dans le même temps, les forces de sécurité trinquent aussi. Les arrestations et les procès de hauts gradés militaires sont devenus bien plus fréquents, alors qu'avant, Poutine ne touchait pas aux corrompus du ministère de la Défense. Désormais, le danger plane sur tout le monde, surtout sur les proches de Sergueï Shoïgu. Oui, ce sont les alliés de l'ex-ministre de la Défense, aujourd'hui au Conseil de sécurité, qui sont visés. Je tiens à remercier Sergueï Koujoughetovitch Shoïgu pour tout ce qu'il a fait ces dernières années pour le développement des forces armées. On ne sait pas exactement pourquoi Poutine s'en prend aux amis de son éleveur de rennes personnel. Mais le bruit court que Poutine cherche ainsi à mater Shoïgu lui-même. Le journal Histoires importantes écrivait que Poutine a une peur bleue d'un complot pour le renverser. Sa paranoïa est telle qu'il a exilé Kabaeva et ses enfants loin de Valdaï, tandis qu'il reste terré dans son bunker. À la présidence, les visiteurs passent 2 niveaux de contrôle, dont une fouille intégrale par les agents du FSO. Le FSO a drastiquement réduit la liste des lieux où le président se rend régulièrement. Lui et sa famille ne fréquentent plus leurs résidences habituelles près de Moscou ou à Valdaï. Le personnel travaillant avec Poutine a désormais interdiction d'utiliser des téléphones portables. Ils doivent utiliser des appareils dépourvus de toute connexion à l'Internet. Ces employés n'ont plus le droit non plus d'emprunter les transports en commun. Ils se déplacent uniquement avec les véhicules de service du FSO. Des caméras de surveillance ont été installées chez les cuisiniers, les photographes et les gardes. Difficile de dire qui alimente le plus ces rumeurs de coup d'État. Mais vu le climat, même les clans rivaux du Kremlin semblent avoir un intérêt commun. N'importe quel membre de l'élite russe observe le sort de Tsalikov ou d'Ivanov et se demande vraiment qui me garantit que je ne suis pas le prochain sur la liste. Et ceux qui craignent d'y être commencent à se dire qu'il faut peut-être frapper les premiers, comme Beria et les autres l'ont fait jadis quand Staline voulait les purger, mais qu'ils ont fini par purger Staline. Je suis donc fermement convaincu que même dans l'entourage proche de Poutine, certains se disent, pour leur propre sécurité et leur avenir, qu'il faut peut-être neutraliser Poutine avant qu'il ne les neutralise, lui-même. Et il est possible qu'il finisse par organiser, par main interposée, sinon une révolte à la Prigojine, du moins un coup d'État de palais contre Poutine. Urgent, la Maison-Blanche devient l'arène d'un hachoir politique. Trump est éjecté du bureau ovale. Vance et Rubio se partagent la Maison-Blanche. Donald Trump perd le contrôle, sa cote de popularité s'effondre. Et en coulisses, on se partage déjà le pouvoir. Marco Rubio fait exploser le système.
D'outsider, il devient le favori, talonnant ses concurrents. Trump n'est plus à la mode. Le nouveau chouchou des républicains et de nombreux Américains, Marco Rubio, l'actuel secrétaire d'État, a vu sa cote grimper de près de 12 fois récemment, devenant presque le principal rival du président. Marco Rubio va tenter de se faire élire président. Il a des organisations à but non lucratif ou enfin des super PAC qui continuent de fonctionner au cas où il en aurait besoin. Ses ambitions présidentielles ne sont pas encore très médiatisées, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon les sondages, lors d'élections hypothétiques aujourd'hui, Rubio obtiendrait 35% des voix. Seul le vice-président Vance fait mieux avec 53%. Cependant, ce dernier soutient Trump en tout et pour tout. Ainsi, la chute de popularité du président pourrait entraîner dans sa chute. J.D. Vance également. On voit bien que son soutien s'effrite. Ses partisans MAGA se disputent entre eux. Les républicains fuient vers les démocrates, non parce qu'ils sont parfaits, mais parce que Trump est affreux. Les démocrates l'emportent dans presque toutes les élections. Conscient de cela, Marco Rubio tente déjà de se distancier de la politique actuelle de la Maison-Blanche. Par exemple, sur la question de la guerre. En Ukraine, il s'oppose au fond à la capitulation que les États-Unis imposent à Kiev. Le seul haut responsable américain, le responsable clé qui ne soutient pas le plan de Witkoff et Kushner, c'est le secrétaire d'État Marco Rubio. Les analystes estiment que cela accroît la popularité de Rubio, car selon les sondages, la majorité des Américains soutiennent l'Ukraine et s'opposent aux pressions de Washington sur Kiev. Rubio s'oppose à nouveau à Witkoff et Kushner, affirmant que la priorité est aux garanties de sécurité pour l'Ukraine. Et non aux accords commerciaux. Ni à l'abandon de Donetsk. Ni à l'affaiblissement militaire de l'Ukraine. La priorité, ce sont les garanties de sécurité. Ainsi, Marco Rubio résiste toujours à Witkoff, Kushner et à l'homme derrière eux, le vice-président J.D. Vance. Pourtant, Marco Rubio est presque le seul à continuer de prôner une pression sur la Russie. C'est lui qui prône le renforcement des sanctions contre Moscou, gagnant ainsi la sympathie d'une partie de l'électorat de Trump qui n'a pas apprécié la poignée de main à Anchorage avec un criminel de guerre. On voit déjà Marco Rubio, secrétaire d'État, et Scott Bessent, le ministre des Finances, qui élaborent les projets de sanctions. C'est lui qui joue justement un rôle très important. Et avec Marco Rubio, ils sont tous les deux, enfin disons, on pourrait même dire, des faucons au sein de l'actuelle administration américaine. Pourtant, loin d'être idiot, Rubio ne s'est jamais opposé ouvertement à Trump, à Vance ou à leur entourage. Cependant, le rusé Marco se ménage toujours une porte de sortie. Il prétend qu'en tant que fonctionnaire, il doit suivre la politique d'État dictée par le président. Il est à la fois secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale, et il souligne sans cesse qu'il applique les décisions de ce président et de cette Maison-Blanche. Mais il est désormais impossible d'ignorer la fracture de la société américaine. Entre les difficultés économiques aux États-Unis dues à la guerre en Iran et les meurtres de migrants par les unités ICE de Trump, de plus en plus de républicains souhaitent un président plus modéré et prévisible. Et si l'on ne veut pas voter pour les démocrates, Rubio est sans doute le candidat le plus évident. Nous sommes actuellement dans une sorte de guerre froide avec notre propre gouvernement qui tente de bouleverser ce pays, de le mettre sens dessus dessous pour faire de nous un allié de la Russie. Et cela plus encore que l'Ukraine inquiète et déstabilise profondément énormément d'Américains car il y a des choses qui touchent une corde sensible. Et une amitié avec la Russie pour l'Amérique, c'est très étrange. L'hostilité soudaine envers l'Europe semble tout aussi étrange. C'est sans doute pour cela que Rubio se rendra à Rome d'ici une semaine pour apaiser le conflit avec le pape déclenché par Trump. Et si cela réussit, cela renforcera encore la popularité du secrétaire d'État auprès des électeurs américains. Révolution militaire. L'Ukraine crée une armée hybride du futur. Zelensky lance des sociétés militaires privées de nouvelle génération. De plus, ces SMP pourront opérer non seulement dans le pays, mais aussi à l'étranger. Découvrez comment cela fonctionnera et son efficacité dans la suite du reportage. Il est probable que dès cette année, l'Ukraine dispose de ses propres sociétés militaires privées. J'ai ordonné de concevoir le format le plus adapté pour l'Ukraine et de faire voter la loi cette année.
l'Ukraine met en place un système pour gérer les effectifs mobilisés durant ces années de guerre. On parle d'au moins 1,5 million de personnes qui pourraient être recrutées. Car après des années de guerre directe, l'Ukraine possède ce que peu d'États ont aujourd'hui dans le monde. Une immense expérience du combat. Le monde entier voit que le soldat ukrainien est vraiment fort et très expérimenté. Notre expertise en sécurité après cette guerre doit être une réelle opportunité commerciale pour nos vétérans. C'est juste pour que notre État puisse continuer à être un acteur mondial et que les soldats ukrainiens puissent tirer profit de l'expérience inédite acquise par notre défense. En fait, il s'agit de créer un nouveau créneau où les vétérans ukrainiens pourront utiliser leur expérience de manière légale et professionnelle. Ils pourraient être recrutés par ces sociétés militaires privées qui fourniront des services de protection de sites ou participeront à des opérations de combat sur le territoire d'autres pays. Au sein des forces de défense, il existe déjà des exemples frappants de transformation. Par exemple, en 2025, après une réorganisation et la nomination de Robert Brovdi comme commandant, l'unité de système de drones Magyar a été créée. Et aujourd'hui, elle est devenue l'une des forces les plus efficaces, éliminant systématiquement les ressources et l'équipement de l'ennemi sur le champ de bataille. Les unités de système de drones causent plus d'un tiers des pertes de l'armée russe, bien qu'elles ne représentent qu'environ 2% des effectifs des forces armées ukrainiennes. Pendant les périodes de pointe, les pertes russes peuvent atteindre jusqu'à 400 personnes par jour. Un autre exemple révélateur est l'unité de la garde nationale Lazers Group, créée par Pavlo Yelizarov. C'est un groupe de combat mobile qui, à ce jour, élimine environ 35 000 Russes par mois. Il manque d'hommes. On pourrait en faire plus selon le plan. Mais vous savez, cueillir des pommes dans un verger où il n'y en a plus, c'est difficile. Parallèlement, l'Ukraine prépare une loi régulant la circulation des armes à feu civil. Le ministre compétent Klimenko a rapporté au président que des militaires, des chefs d'entreprise et le public ont participé à l'élaboration du document. Il s'agit de former un modèle transparent et contrôlé qui permettra à l'Ukraine de prendre sa place sur le marché mondial de la sécurité, tout en respectant pleinement la Constitution. Ihor Klimenko, ministre de l'Intérieur de l'Ukraine. Ainsi, l'Ukraine renforce ses capacités militaires aujourd'hui et elle conçoit parallèlement son avenir d'après-guerre, où l'expérience du combat fera partie du modèle d'État et l'autodéfense, un élément de la stratégie de développement à long terme du pays. Le Caucase a explosé. L'Ukraine brise le vieux jeu. Le monde russe sombre dans l'abîme. Volodymyr Zelensky fait irruption dans la région avec un jeu serré. Patinien suit le mouvement. Le Caucase ne veut plus vivre selon les modèles du Kremlin. Le vecteur change. Au lieu de la Russie, le regard se tourne vers l'Europe. C'est le début de la fin de l'influence passée. La rencontre marquante entre Zelensky et Pachinian a été un signal. Les processus sont lancés. Voici les détails. Un autre coup porté au dictateur. Les plans géopolitiques de Poutine sont un fiasco. Je ne pense pas pouvoir ajouter quoi que ce soit de nouveau ici. L'Arménie change de cap. Les dirigeants européens se réunissent pour 2 sommets sans précédent à Erevan, longtemps considéré comme le plus proche allié de la Russie dans le Caucase du Sud. Dimanche, le président ukrainien s'est également rendu dans la capitale arménienne. Volodymyr Zelensky a déjà tenu une série de réunions avec les chefs de gouvernement de Norvège, de Finlande, du Royaume-Uni et de République tchèque. Le dirigeant ukrainien profite de ce sommet pour discuter avec ses partenaires européens de la poursuite de l'aide militaire à Kiev et des perspectives de négociation pour mettre fin à la guerre russo-ukrainienne. Nous devons nous concentrer sur ce que nous ferons si la Russie ne met pas fin à cette guerre. Nous devons maintenir la pression et nous avons besoin de la paix. Et bien sûr, c'est la priorité numéro 1. Nous devons trouver un format diplomatique qui fonctionne. L'Europe doit être à la table de toutes les négociations. La visite de Volodymyr Zelensky dans la capitale arménienne est sans précédent. Sa participation au sommet et son discours aux côtés du Premier ministre Pachinian sont un signal fort envoyé à Poutine. Le Caucase n'est plus l'arrière-cour du Kremlin.
Imaginez, il y a encore peu de temps, les services secrets russes du FSB opéraient en Arménie comme s'ils étaient chez eux. Ils contrôlaient l'aéroport, ils contrôlaient en principe, oui, les secteurs clés de l'économie. Et puis, il y a la base militaire de la Fédération de Russie. Et imaginez quel coup c'est, quel gifle c'est, surtout avant le 9 mai, date sacrée pour Poutine, de voir Zelensky débarquer à un sommet du partenariat européen. Pour la première fois, un pays qui a été pendant des décennies le plus proche allié militaire de la Russie dans le Caucase accueille les dirigeants de près de 50 États européens. C'est en fait la démonstration d'un nouveau cap de Moscou vers Bruxelles. Il s'agit du premier sommet bilatéral UE-Arménie de l'histoire, auquel participeront la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Antonio Costa. L'Europe, en organisant un sommet d'un tel niveau, met l'accent sur la sécurité en Arménie, mais envoie aussi un signal sérieux aux pays du Moyen-Orient, du Golfe Persique, et surtout, bien sûr, à la Fédération de Russie, montrant que ces zones d'influence, comme en rêvait Poutine pour restaurer celle de l'époque de l'Union soviétique, c'est désormais pour lui une tâche totalement insurmontable et irréaliste. L'incapacité de la Russie à jouer son rôle de garant de la sécurité a mené à un résultat logique. L'Arménie se tourne vers l'Europe. C'est une preuve de plus que l'espace post-soviétique n'est plus le terrain de jeu exclusif du Kremlin. L'influence de Poutine dans le Caucase du Sud s'est considérablement affaiblie après le début de la guerre à grande échelle en Ukraine. La quantité de ressources que Poutine peut accumuler pour diffuser sa propre politique s'est considérablement réduite. Et nous le voyons. Sur les exemples non seulement du Caucase, mais aussi de l'Asie centrale, du Moyen-Orient et de l'Amérique latine. Pour Poutine, l'attaque contre l'Ukraine est devenue, en principe, un facteur décisif qui a considérablement abaissé son statut d'acteur international. Les relations entre la Russie et l'Arménie traversent une crise profonde. Après le refus de l'OTSC d'aider l'Arménie lors du conflit avec l'Azerbaïdjan, Erevan a commencé à se détacher de Moscou. Pour Poutine, cela signifie un nouveau coup dur porté à ses ambitions de maintenir le contrôle sur ses voisins. L'absence d'aide de la part de Moscou a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans les relations entre l'Arménie et la Fédération de Russie. À Erevan, on comprend parfaitement que la Russie impose de nombreuses conditions, mais il faut bien comprendre qu'elle n'est pas encore prête à être un État qui fournit réellement tous les avantages, les bénéfices et les opportunités que peuvent apporter les États qui sont considérés comme des hégémons dans la région, c'est-à-dire des pays capables d'exercer une influence majeure et de garantir à la fois stabilité, sécurité et développement à grande échelle. Le sommet des 4 et 5 mai devient un point de non-retour, où l'Arménie échange de fait les garanties russes obsolètes contre une intégration réelle dans l'architecture de sécurité et d'économie occidentale. Trump a explosé tout seul. Les États-Unis pourraient couper les liens militaires avec l'Europe. La raison serait la réaction froide de l'Europe aux appels des États-Unis à les soutenir dans la situation avec l'Iran. Les menaces se concrétiseront-elles et quelles pourraient en être les conséquences pour la défense européenne et l'Ukraine? La suite dans ce reportage. Donald Trump s'est encore vexé et menace l'Europe. Le ping-pong de déclarations acerbes entre le président américain et le chancelier allemand s'est terminé par un message de Trump sur son réseau social, affirmant que les États-Unis envisagent de réduire leur contingent en Allemagne. Et comme Donald s'est confié plus tard aux journalistes, pas seulement en Allemagne. Vous avez évoqué un possible retrait d'une partie des troupes d'Allemagne. Envisagez-vous la même chose pour l'Espagne et l'Italie ? Oui, c'est possible. Oui, je vais probablement le faire. Et pourquoi ne devrais-je pas le faire ? L'Italie ne nous a aidés en rien et l'Espagne se comporte vraiment mal, absolument mal. Mais c'est l'OTAN. Ce n'est même pas qu'il soit mauvais. Ce serait une chose s'il le disait avec respect ou s'il disait « D'accord, nous allons aider ». Mais cela prendra un peu de temps. Nous les avons pourtant aidés avec l'Ukraine. Mais tu demandes sans respect, tu ne me proposes pas ton amitié. Le fait est que Trump caressait déjà l'idée de retirer les troupes d'Allemagne lors de son premier mandat présidentiel. Cependant, il n'est pas passé de la parole aux actes. Il a recommencé à menacer d'abandonner ses partenaires de l'OTAN dès son second retour dans le bureau ovale. Donald s'est toujours plaint que les Européens n'investissent pas assez dans la défense.
les menaces de Trump ont repris de plus belle avec la guerre en Iran. Le président américain déplore que l'Occident n'ait pas soutenu son plan pour le détroit d'Ormuz. Ironiquement, Trump a publié ce message de menace quelques heures seulement après que des responsables de la Bundeswehr et du Pentagone ont salué la stratégie de Berlin. Ainsi, les propos de Donald, selon Politico, ont pris le Pentagone par surprise. Le poste de Trump a alerté sur un possible retrait de centaines, voire de milliers de soldats d'Allemagne, selon 3 sources. Cela tranche nettement avec le rapport récent du Pentagone qui ne prévoyait absolument aucune réduction majeure des effectifs ou des ressources en Europe. Le Pentagone, de son côté, ne s'y attendait pas du tout et n'avait rien anticipé ni prévu à ce sujet, a précisé un assistant parlementaire. Mais il est important de souligner que nous devons vraiment prendre cela au sérieux, car il l'était déjà lors de son tout premier mandat présidentiel, a-t-il ajouté, évoquant l'ordre de Trump. De juillet 2020, de retirer 12 000 soldats d'Allemagne, jamais appliqués. Les Européens ont trop compté sur les États-Unis, disent les experts, mais ils se tournent vers l'autodéfense. Mais c'est un processus long et coûteux. Pourtant, Donald lui-même n'est pas tout à fait franc. Les partenaires sont trop liés par des décennies de coopération. Je ne crois pas que Trump retirera ses troupes d'Europe. Il va menacer, c'est certain, parce que... En réalité, il n'y a pas d'armée prête au combat en Europe aujourd'hui. La Pologne a une bonne armée car elle est nombreuse et investit beaucoup d'argent. Car pour eux, la guerre est très probable, comme pour les pays baltes. Et la Pologne a tout de même une population plus importante. Son PIB est élevé et l'UE lui donne des fonds massifs pour sa défense. Par exemple, le dernier prêt de près de 50 milliards d'euros. C'est une somme considérable. Mais les États-Unis n'ont aucun intérêt à quitter l'OTAN. Pour Trump ou tout autre président, il est crucial de rester en Europe face à la Chine. Si les États-Unis partent, la Chine prendra la place. Les Européens doivent mûrir pour des raisons objectives. Déjà, certains pays de l'OTAN, dont les pays baltes, manquent d'armes à cause de la guerre en Iran. Cependant, les membres de l'Alliance préfèrent en parler à huis clos, afin de ne pas compromettre une fois de plus l'unité de l'Alliance et de ne pas réjouir l'ennemi. C'est tout pour aujourd'hui, à suivre dans le prochain numéro.